You ask for miracles, dear. I give you the FBI. Les Américains, et pas seulement les Américains d'ailleurs, ont toujours été fascinés par les méchants. Mais on a aussi besoin de gentils pour nous apporter un sentiment de sécurité dans la vie de tous les jours. FBI, you might want to stay out of this, all right, sir? All right, I need 8 double tall. Les agents du FBI sont impliqués dans des fusillades toutes les semaines à la télévision. Au cinéma, vous pouvez prendre un pistolet à 6 coups et en tirer 25 avec. La plupart des agents démissionneraient si on leur disait qu'ils vont devoir essuyer une fusillade par semaine. Et bien sûr, à la télé, à la fin de l'épisode, on arrête toujours le coupable. C'est une illusion, ce n'est pas le vrai FBI. La Grèce antique qui avait ses demi-dieux, l'Amérique d'aujourd'hui a créé les siens, les agents du FBI. Pas un soir dans le monde sans que des millions de téléspectateurs suivent la bataille quasi mythologique qu'ils livrent contre le mal. Comment ces chevaliers des temps modernes sont-ils devenus le symbole de la justice à travers la planète ? Aux États-Unis, chaque État possède sa police, ses propres lois, ainsi qu'un système judiciaire autonome. Tous ces États doivent également respecter la Constitution américaine, et c'est le rôle du département de la justice à Washington d'y veiller. Son bras armé est le Bureau d'enquête fédéral, le FBI, et ses 12 600 agents spéciaux. Voici leurs histoires. I am declaring United States of America's first war on crime. Quelle autre organisation vous donne un insigne, une carte, une arme et une voiture et vous envoie mener des enquêtes? En tant qu'agent, vous n'avez pas seulement une arme, un badge et une carte. Vous avez le droit de priver quelqu'un de sa liberté. Où qu'on soit dans le pays, on peut exercer son autorité. Et disposer de cette autorité, de cette responsabilité, c'est un sentiment extraordinaire. J'ai pu planer, j'ai pu faire des choses que l'on rêve de faire quand on est gosse. Cet enthousiasme, Carter DeLoach l'a partagé lui aussi, car au cours de sa longue carrière au sein du FBI, il a été tour à tour agent spécial, chef de la Crimes Record Division, la section de propagande du bureau, et enfin directeur adjoint. Pendant 30 ans, il a contribué à forger le mythe de l'agent spécial et à veiller scrupuleusement à la réputation du bureau et de ses hommes. Quand je faisais mes études de droit, j'ai suivi à la radio l'affaire des 8 saboteurs nazis au début de la Seconde Guerre mondiale. Mr. J. Edgar Hoover and his G-men have a tremendous job watching nearly 5,000 miles of coast for enemy sneak invaders. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de devenir avocat? Le mieux, c'est encore d'intégrer une agence qui recrute et vivre une vie passionnante, de profiter de la vie. Alors j'ai tenté ma chance au FBI. J'ai été voir le directeur adjoint chargé du recrutement des agents et il m'a dit « Vous avez le profil qui convient. Vous étiez dans l'équipe de football américain de votre université, vous avez fait votre droit. Je pense qu'un jour, vous ferez un bon agent. » Un bon agent, c'est quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier et qui est déterminé. Il doit avoir fait des études correctes. Pas besoin d'être avocat ou expert comptable, mais il doit au moins avoir un diplôme universitaire et un bon niveau général. C'est tout un ensemble de qualités.
Toutes ces qualités qu'énumère Carter Loach sont celles que doit posséder tout agent du bureau. Règles draconiennes dictées par J. Edgar Hoover, le légendaire directeur du bureau. Dès sa prise de fonction, il impose ses critères de sélection et se débarrasse de ceux qui ne correspondent pas à ces normes. En 1924, quand Hoover est devenu directeur du FBI, il y avait 2 femmes agents spéciaux. Il a exigé leur démission moins de 2 semaines après son arrivée. Il avait une vision très claire de ce à quoi devait ressembler son FBI. Et dans cette vision, les femmes agents spéciaux n'avaient pas leur place. Il voulait former un noyau d'hommes qui soit à la fois loyaux, travailleurs, précis et ordonnés, mais aussi efficaces et bien entraînés, ce qui n'existait pas avant. Nous sommes à l'aube du XXe siècle, le siècle du cinéma. Theodore Roosevelt devient alors président des États-Unis, mettant en avant son image de cow-boy dur à cuire. Le Far West conquis, il est impératif de bâtir une vraie nation. Une de ses promesses de campagne, éradiquer la corruption qui gangrène la capitale fédérale, Washington. À cette fin, en 1908, il crée avec son ministre de la Justice, Charles Bonaparte, arrière-petit-neveu de l'empereur, un bureau d'investigation qui dépend uniquement du département de la justice. Ses premiers mandats, enquêter sur les filières de la prostitution entre les États et empêcher le détournement des biens fédéraux. À l'époque, en Amérique, les politiciens ne sont pas les seuls à être corrompus. Les forces de l'ordre le sont tout autant. L'industrie balbutiante du cinéma fait fortune en les parodiant. La corruption ambiante finit par infecter aussi les nouveaux fins limiers du bureau d'investigation. Quand Hoover en prend les rênes, l'image de l'agence est très mauvaise et il reçoit la mission de la réformer en profondeur. Elle doit devenir, pour s'imposer aux yeux de l'opinion publique, un modèle de rigueur. Le FBI avait une image très précise du genre de personne susceptible de devenir un agent. Il fallait juste espérer correspondre à cette image. L'agent du FBI devait être un homme blanc, grand, avec un costume sombre, une chemise blanche et une cravate classique. C'était ça son image. C'était un uniforme sans en être un. Si on croisait 2 types comme ça dans la rue, on devait pouvoir dire « ces types-là sont du FBI ». En ce temps-là, chaque nouvel agent devait porter une chemise blanche et un chapeau. Alors je me suis dit, je vais devoir porter une chemise blanche et un chapeau jusqu'à la fin de mes jours. On était les seuls à porter ces chapeaux. On était payé $3200 par an comme salaire de départ. Ça ne me suffisait pas pour éduquer 7 enfants, les envoyer au collège et subvenir à leurs besoins. Oh non. C'était dur de joindre les 2 bouts. Mais être un agent du FBI a ses avantages à l'époque comme maintenant. Ça voulait vraiment dire quelque chose de travailler pour le FBI. Et je crois que c'est toujours le cas. Cela voulait dire qu'on était immédiatement accepté dans de nombreux milieux. Nos voisins nous regardaient avec considération. On pouvait entrer dans une banque, montrer sa carte du FBI, encaisser un chèque et personne ne posait la moindre question. Il n'est pas surprenant que les banquiers adorent les agents spéciaux. Après une décennie de silence, Hoover et ses hommes au chapeau vont sortir de l'anonymat et bâtir leur réputation en pourchassant les braqueurs de banque. Avant, il leur suffisait de fuir l'État et l'État en question ne pouvait plus rien contre eux. Le FBI est donc apparu au bon moment. Il a pu mettre sous les verrous les criminels qui passaient d'un État à l'autre pour échapper à la loi. Could take one step across a state line and thumb his nose at us. Often, when we made an arrest, we had to walk into a rain of hoodlum machine gun fire, though we were forbidden by law to carry a revolver. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. La clé du succès de Hoover, avoir été au bon endroit au bon moment. Et ce moment, c'est l'élection de Franklin D. Roosevelt à la présidence des États-Unis en 1933.
En mettant fin à la prohibition, Roosevelt force les gangsters à se recycler. L'argent amassé illégalement migre vers les chantiers du New Deal et surtout vers le cinéma. Les gangsters prennent d'assaut Hollywood, se construisant ainsi une image prestigieuse en s'exhibant en smoking au bras des starlets pendant que les petites frappes s'adonnent au braquage de banques et au kidnapping. Une vague de criminalité semble menacer les honnêtes gens et les hommes du gouvernement triés sur le volet par Hoover vont pouvoir les rassurer. Un événement tragique sert de clé de voûte à la construction de l'œuvre sécuritaire de Hoover. Gare de Kansas City, 17 juin 1933. Frank Nash, un prisonnier, est escorté par plusieurs policiers locaux armés de fusils à pompe et un groupe d'agents fédéraux. 3 gangsters armés de mitraillettes surgissent. Dans le chaos qui suit, l'un des agents est tué et 2 autres sont blessés. Le ministre de la Justice de l'époque, Cummings, crie au scandale et ordonne à Hoover de lancer la guerre contre le crime. Hoover en profite pour créer ce qui va devenir une des principales divisions du bureau, la Crime Records Division, sa fonction, la propagande. Hoover, these are the pictures of the subjects. I'd like to have 200,000 copies of the circulars printed on these so that we can distribute them by morning. Yes, sir. Edgar Hoover, enfin libre de s'exprimer, déchaîne son talent inné de publiciste. Il embauche un écrivain, Courtney Riley Cooper, qui inonde la presse d'articles à la gloire des méthodes du bureau. Il se met à fréquenter ouvertement le Gotha de la presse et des médias, dont Walter Winchell, qui deviendra le présentateur radio le plus influent des États-Unis en donnant la parole à Hoover. Les stars de l'époque, J.J. Robinson et James Cagney, sont devenus des héros populaires en incarnant le mal au cinéma. Une guerre de valeurs sur le grand écran est engagée par Hoover qui veut que Hollywood mette en exergue les exploits de ses agents. L'image, c'est la réalité, tel est le credo d'un tout nouveau producteur de cinéma, il s'appelle Joe Kennedy, le père du futur président, qui après avoir fait fortune pendant la Prohibition, aide la pègre à blanchir son argent dans les studios. Hoover, qui lui est proche, reprend ce credo à son compte en jetant son dévolu sur les grandes vedettes de l'époque pour incarner ces hommes. J. Edgar se rend bien compte que pour gagner les cœurs et captiver l'attention du public, il doit livrer bataille dans tous les médias qui jusqu'alors encensent les malfaiteurs. Comme tout grand publicitaire, il a le sens de la formule. We must not for a moment lose sight of our goal, to teach the criminal that regardless of his subterfuges, his squirming, his twisting and slimy wriggling, he cannot escape the one inexorable rule of law enforcement. You can't get away with it. On June 17th, 1933 in Kansas City, 5 of my finest men were ambushed escorting convicted bank robber Frank Nash to the federal penitentiary. My men died like dogs in the gutter. Mr. Hoover told me he wanted these rats that did it exterminated. And that was my only job. Ainsi parlait à l'ombre de son couvre-chef, Melvin Purvis, l'archétype de l'agent spécial dessiné par Hoover. C'est un agent du FBI qui a contribué à l'arrestation de nombreux gangsters et qui a participé à de nombreuses fusillades contre les hors-la-loi. C'était vraiment un personnage haut en couleur. Les médias américains, dans les années 20-30, adoraient ça. Ils adoraient ce genre d'agent qui jouait de la mitraillette, perché sur le marchepied de sa voiture, toujours élégamment coiffé d'un chapeau de feutre. En offrant l'affaire de Kansas City à Purvis, Hoover sait qu'il lui fait un cadeau empoisonné car le massacre de la gare, trop vite monté en épingle par les publicistes, est en fait une bavure du bureau lui-même. D'abord, les agents morts ou blessés ont été victimes de leurs propres armes. Ensuite, le seul gangster identifié, Vernon Miller, a réussi à échapper aux agents avant d'être abattu par ses pairs. Après un an d'enquête, Purvis et ses collègues ont épuisé toutes les pistes, et Hoover est empêtré dans ses promesses de résoudre rapidement ses crimes. Mais c'est alors qu'il est aidé par la chance. Depuis son arrivée à la tête du bureau, il est obsédé par la centralisation des informations et des empreintes, et a créé un fichier de la criminalité américaine. Ce tout jeune département repasse au crible la maison du défunt Vernon Miller et trouve une empreinte digitale. Et, au miracle, elle correspond avec une des millions d'empreintes contenues dans le fichier central. C'est celle d'un dénommé Adam Richetti,
fidèle compagnon de route du célèbre criminel Pretty Boy Floyd, aperçus tous les deux à Kansas City la veille du massacre. Purvis et ses hommes les traquent sans relâche. Quand ils les débusquent, ils sont sans pitié. Au même moment, John Dillinger, un petit truand, devient très populaire car il nargue les policiers en ne cessant de s'évader. Mais sa carrière criminelle va être brève car Hoover décide de faire de lui le symbole de sa lutte contre la criminalité qui gangrène le pays. Et le bureau, pour noircir ce héros qui est devenu Dillinger, n'hésite pas à le mouiller dans la fusillade de Kansas City. Let us visualize this gigantic army of 3,500,000 criminals. I am tonight in one of the largest cities of the United States. If the law-abiding citizens of this city should be suddenly removed, and in their place there should be substituted an army of forgers, thieves, rapists, kidnappers, plunderers, bank robbers and murderers, it would only equal the crime population of America. That is crime. Bon élève, Melvin Purvis est prêt à tout pour venir à bout de John Dillinger. Mais les choses se gâtent, et la suite des événements va marquer à tout jamais les agents spéciaux. Vu ses nombreux exploits, Purvis ne pouvait pas échapper à la publicité. Il faisait bien son boulot, il était normal qu'on parle de lui. Ça a sans doute rendu J. Edgar Hoover fou de rage. Parce que je crois que pendant toute sa vie, le FBI et J. Edgar Hoover, c'était la même chose. Purvis était un excellent agent et un excellent meneur d'hommes. Mais je pense qu'il parlait trop. À cause de cela, il a enfreint certaines règles du FBI et il a sérieusement compromis sa relation avec M. Hoover. On apprend très tôt qu'aucun agent ne doit attirer l'attention des médias sur lui seul. L'attention doit être tout entière dirigée sur le FBI, ou plutôt même sur son directeur, J. Edgar Hoover. En 1935, Purvis devient la personnalité la plus populaire des États-Unis d'Amérique. Mais il fait de l'ombre à Hoover, qui va, contre toute attente, le chasser du FBI. Dans une organisation comme le FBI, ou dans n'importe quelle autre agence, on ne souhaite pas qu'un individu en particulier soit le tireur d'élite, ou le spécialiste du profilage par excellence. Ils doivent rester anonymes, parce que s'ils sont anonymes, alors dans l'esprit du public, ils sont tous capables de remplir ces missions. Les publicistes du bureau vont se servir de la mort de John Dillinger pour promouvoir l'infaillibilité de l'organisation. The belongings of public enemy number one. 3 men couldn't carry Dillinger's collection of deadly weapons seized at various places. He had this automatic in hand when killed. His fingerprints, the infallible sign. He spent $5,000 to have them altered with acid, but it failed. L'exécution de John Dillinger clôt l'affaire de Kansas City. C'est l'acte fondateur du FBI. Ce n'est pas un hasard si le masque mortuaire du gangster trône encore dans le bureau du directeur du FBI. La guerre contre le crime d'Hoover ressemble à s'y méprendre à celle conduite des décennies plus tard contre le terrorisme. Le scénario est le même, magnifier une menace et s'en servir à des fins politiques. En luttant contre les gangsters, le gouvernement Roosevelt cherche à consolider les États-Unis. Hoover, lui, vise l'immortalité. Il s'y accroche en convainquant finalement la star James Cagney d'incarner sur le grand écran un agent modèle, une consécration pour le bureau. C'est en 1935 que le Congrès nous a donné le nom de Federal Bureau of Investigation, ou FBI. C'est l'année où Hollywood sort le film G-Man avec James Cagney. Et ce surnom, G-Man, caractérisera dès lors les agents du FBI. C'étaient des types qui savaient utiliser leur cerveau. Dans le film, James Cagney est un avocat très intelligent, très futé. C'est quelqu'un qui sait comment se comporter avec les criminels sans pour autant renoncer à sa probité et à sa dignité. Il sait aussi se servir de ses poings, et il est très courageux. Et il a bien sûr à sa disposition tout le soutien logistique du FBI.
Le film donne une image très positive de l'organisation. Elle a un côté admirable qui a suscité des vocations dans le public. Le FBI a naturellement collaboré avec Hollywood pour mettre en avant cette image. Mais le G-Man, J égale G pour gouvernement, n'est pas encore une marque déposée. Au moment de quitter le FBI, Melvin Purvis signe un contrat lucratif de promotion avec Post Toasties, une marque de céréales pour enfants. Il fait rêver les 360 000 membres du club de G-Man Junior lancé par la marque. Nous étions des G-Men Junior. On avait un insigne, un sifflet et à tous les coups un code secret. Je suis sûr qu'il y avait des tas de clubs comme celui-là, mais mon préféré, c'était celui de Melvin Purvis. Humiliation suprême, après avoir limogé Purvis, Hoover sera accusé par un sénateur de n'être qu'un bureaucrate, pas un agent de terrain. We have arrested and arraigned 213 wanted felons. No, I mean you, Director Hoover. How many? Well, as director, I administer. How many have you arrested personally? I have never arrested anybody. You've never arrested anybody? Well, of course not. I am an administrator. With no field experience. You are shockingly unqualified, aren't you, sir? You have never personally conducted a criminal investigation in the field in your life. I think you're a front. I think your prowess as a lawman is a myth, created from the hoopla of headlines by Mr. Sudium, your publicist there. Crime busters, G-men, you're setting yourself up as a czar. That's running wild in my estimation. A crime is what if runs this wild. country requires a bureau such as yours, I question whether you are the person fit to run it. Well, I will not be judged by a kangaroo court of venal Your politicians. appropriation increase is denied. Pour contrer cet affront, Hoover met en scène l'arrestation du gangster Alvin Karpis et s'attribue le beau rôle. Une première qu'il répétera souvent, il s'impose ainsi comme le G-Man numéro 1 aux yeux du public. Et Hoover, rancunier, fera tout pour détruire Purvis, jusqu'au jour où ce dernier se donnera la mort en utilisant l'arme avec laquelle il a tué Dillinger. Mais cette rivalité n'empêche pas des milliers de junior G-Men de se bousculer aux portes du FBI. Tous veulent être agents spéciaux malgré la sélection rigoureuse et une séance d'entraînement éliminatoire. Pour être reçus, les candidats doivent démontrer une forme de vocation, le tout mis en image par le maestro. Each of the special agents of the Federal Bureau of Investigation must be ready and capable to meet any challenge. The security of our nation or the life of a loved one may depend upon him. It is imperative, therefore, that each of our special agents be thoroughly trained. Gentlemen, in the picture you've just witnessed, you've seen the underworld's challenge, and your government's answer to that challenge. Now, you men have been chosen to represent your government in the fight to stamp out the criminal element of our nation. Quand j'ai fait ma formation, un échec dans un seul domaine, quel qu'il soit, et on était éliminé. Il y avait l'entraînement physique, la formation aux armes à feu, la formation théorique, la formation juridique. Si on ratait une matière, une seule, on ne devenait pas agent du FBI. Il fallait vraiment se défoncer pour réussir. Ça veut dire qu'un jour, on demandait « Tiens, au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Joe ?» Il n'a pas réussi, il est parti, il est rentré chez lui. À cette époque, bien sûr, il n'y avait pas d'agents femmes, et l'organisation était une sorte de fraternité. On se protégeait les uns les autres, on voulait que chacun aille jusqu'au bout. On voulait que les agents avec qui on travaillait réussissent le concours d'entrée et deviennent un jour des agents spéciaux du FBI qui iraient enquêter sur le terrain. Pour un jeune homme en ce temps-là, devenir agent spécial, c'était quelque chose. À la fin de la formation, il y avait une petite cérémonie. On montait sur l'estrade et on recevait sa carte et son insigne avec sa photo dessus. Il était écrit « Agent spécial du FBI » et c'était signé par J. Edgar Hoover. Et croyez-moi, il n'y a rien de meilleur que ça, absolument rien de meilleur. Ni la drogue, ni l'alcool, ni le sexe ne peuvent vous procurer ce genre de sensation. Il y avait des chaises. Vous savez, ces chaises dont on rabat la coudoir pour écrire.
Et à côté de chaque chaise, il y avait un porte-document marron. Je me souviens que je me suis penché et que j'ai glissé la main à l'intérieur en tâtonnant pour voir s'il m'avait donné une arme. Eh oui, il y avait bien une arme. C'était un Smith & Wesson modèle 10, un pistolet à barillet, un revolver. Il nous donnait une arme, 12 balles, et il nous disait « Surtout quittez la ville avant ce soir ». Parce que le FBI ne tenait pas à avoir de problème avec tous ces agents tout juste sortis de l'académie. Don't shoot, G-Man. Don't shoot, G-Man! L'image est en train de devenir réalité, mais sous leur chapeau, ces clones se devaient d'incarner les valeurs américaines si chères à Hoover. The G-Men have become a legend. So what's the mystery behind their badge? The formula is a simple one. Intensive training, carefully investigated, and highly efficient personnel, plus rigid requirements in regard to conduct, intelligence, and integrity. I, Thomas A. Halliday, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against enemies, foreign and domestic. La majorité des agents avec qui j'ai travaillé étaient passés par les universités catholiques du nord-est des États-Unis ou venaient du Midwest. Et la plupart étaient mariés. La grande majorité des épouses ne travaillaient pas et restaient à la maison. Pour nous, les agents, ça rendait les choses plus faciles. Parce que si on nous envoyait en mission en province ou à l'étranger, notre femme était là pour s'occuper des enfants. Monsieur Hoover, comme je l'ai dit précédemment, était un autodidacte. C'était un homme très discipliné, profondément religieux sous de nombreux aspects. L'homme qui dirige cette fraternité jésuite n'est ni catholique ni marié. Il consacre tout son temps à sa famille, le FBI, avec son fidèle compagnon et très proche second, Clyde Tolson. Trop proche pour beaucoup, qui voient là une relation très particulière. Il m'a dit un jour, on me demande souvent pourquoi je ne me suis jamais marié. J'ai connu des femmes, j'en ai fréquenté, mais si j'avais épousé la femme qu'il ne fallait pas, ma carrière aurait été ruinée. Et ça, je n'aurais pas pu. Le choix de J. Edgar Hoover d'embaucher des pères de famille qui ont la foi n'est pas anodin. Il a une certaine idée de l'Amérique dont ces hommes se doivent d'être les dignes représentants. Il rêve d'une garde prétorienne pour protéger le pays de Dieu contre les idées véhiculées par les flots d'immigrants radicaux que l'Amérique accueille. Si Hoover a été nommé à la tête du FBI, c'est parce que très jeune, il a révélé des qualités d'organisateur. Étudiant en droit, J. Edgar a débuté dans un poste important à la bibliothèque du Congrès. Maîtrisant le système le plus sophistiqué de classification du moment, il rêve d'appliquer ces techniques d'organisation à la société en général. Hoover devient avocat au moment de l'entrée de l'Amérique dans la Première Guerre mondiale en 1917. Il est embauché par la cellule de guerre au ministère de la Justice. Il n'a pas son pareil pour ficher les agents allemands et leurs sympathisants. Débordant d'ambition, il brûle les étapes. Mais à la fin du conflit, l'Amérique est déchirée par de violentes tensions sociales. Palmer, le ministre de la Justice d'alors et candidat présidentiel, entraîne le jeune Hoover dans un des épisodes noirs de l'histoire américaine, les Palmer Raids. Cela va lui servir de leçon. Il y avait des attentats à la bombe dans tout le pays. La loi martiale avait été décrétée. Il y avait des grèves générales, des troubles sociaux. Les fondements même de la société étaient ébranlés. Et le gouvernement ne savait pas quoi faire. Alors, au lieu d'enquêter de façon méthodique, ils ont laissé le champ libre au gouvernement fédéral et à un jeune fonctionnaire appelé Edgar Hoover pour qu'ils effectuent des rafles chez les immigrants. Ils pénétraient chez les gens sans mandat et sans aucune procédure légale. Ils les embarquaient et les expulsaient.
En cette période de peur, le gouvernement a réagi de manière excessive, mais rapidement il a retrouvé la raison et rétabli l'état de droit. Ces procédés ont été récusés. Hoover comprend que ces méthodes inacceptables ne doivent surtout pas être dévoilées au grand public. Et malgré le scandale, il est nommé à la tête du bureau d'investigation en 1924. Le ministre de la Justice d'alors se doute bien qu'il fait un pacte avec le diable. Hoover n'a jamais arrêté d'accumuler des fiches avec une prédilection pour tout ce qui est scabreux. Impressionné par ses succès dans la guerre contre le crime et par ses dossiers, Roosevelt va faire appel à Hoover pour contrer les menaces du deuxième conflit mondial. Ainsi, les G-Men vont acquérir une dimension mondiale. Roosevelt, par directive présidentielle, a nommé Hoover chef des enquêtes sur la sécurité du territoire. Mais ça n'a pas été rendu public. La directive a été placée au fond d'un coffre-fort. Tout cela se passait à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la guerre a éclaté, le programme de contre-espionnage du FBI a littéralement explosé. Il a pris une ampleur considérable et on n'a jamais fait machine arrière. Communiquer ouvertement sur cet aspect du FBI est forcément délicat. Et le premier long-métrage officiel, La Maison sur la 92e rue, ne sortira dans les salles qu'après la Seconde Guerre mondiale, justifiant ainsi les méthodes inavouables du FBI par la victoire. The most silent service of the United States in peace or war is the Federal Bureau of Investigation. The Bureau went to war with Germany long before hostilities began. No word or picture could then make public the crucial war service of the FBI. But now it can be told. In 1939, with thousands of known and suspected enemy agents invading the Americas, the FBI started building up its force of special agents and employees from 2,000 to a war peak of 15,000. Before being sent into the field, each new agent had to learn all the modern techniques of crime detection, such as the use of a specially treated X-ray mirror, through which an FBI man can see without being seen. The Federal Bureau of Investigation had to be the world's most efficient intelligence and counter-espionage service. For war is thought, and thought is information. And he who knows most strikes hardest. Ces informations ont ouvert les détenus dans des millions de dossiers qui vont constituer le socle de son pouvoir et un bouclier contre toutes les attaques. Constamment mis en scène, les dossiers projettent l'image de l'omniprésence du bureau, formant ainsi le troisième pilier du mythe du FBI après l'agent spécial et le laboratoire scientifique. Quand le FBI recueille des renseignements, il ne s'intéresse pas aux aspects les plus reluisants de la vie des gens. Il cherche les actions illégales, les choses qui pourraient bien être embarrassantes. Monsieur Hoover et Joe Kennedy ont toujours été bons amis. Monsieur Hoover connaissait son passé, le trafic d'alcool pendant la Prohibition, ce genre de choses. Mais il respectait aussi en lui l'homme qui avait été ambassadeur en Grande-Bretagne. En traquant une espionne nazie, les G-Men tombent sur le fils de Joe Kennedy, le jeune et séduisant John, dans les bras de la jolie Inga Harvard. Ils envoient le rapport au bureau. Donc Hoover a fait enlever ce genre d'informations des fichiers généraux et les a gardés bien au chaud dans son bureau. Monsieur Hoover a fini par en parler à Joe Kennedy. Lui et Monsieur Hoover étaient plutôt bons amis, ils se voyaient régulièrement. Et la nouvelle a vivement alarmé Joe Kennedy parce qu'il pensait que ça nuirait à la famille Kennedy et aux visées présidentielles de son fils. Ils ont fait transférer John F. Kennedy en Floride sur un patrouilleur de la marine. À son bord, il a connu quelques mésaventures, notamment quand un navire japonais les a éperonnés. L'intervention de Hoover aura des conséquences inattendues. John Fitzgerald Kennedy va devenir un héros national, un des boys qui a sauvé le monde. Mais cela n'a rien changé
Apparemment, ce n'a absolument rien changé à ses désirs sexuels. Nous étions au courant de tous ces faits. Avec sa gueule de héros, il devient sénateur du Massachusetts, mais le FBI garde un œil sur lui. Les gens savaient que nous disposions de beaucoup d'informations, et ils se demandaient ce que nous savions exactement. Certains avaient peur parce qu'ils avaient des choses à cacher ou qu'ils avaient des petites manies peu avouables. Et petit à petit, la réputation du FBI est née. À la fois parce que l'agence disposait de tous ces renseignements, mais aussi parce que les gens savaient qu'elle les utilisait dans le cadre de ses enquêtes. À l'époque, c'était une source de fierté pour Hoover, mais ça a également eu un effet néfaste, car ça a alimenté les craintes de la population sur le fait que le FBI recueillait peut-être trop de renseignements. Quand il était sénateur, Truman était à la tête de ce qu'on appelait la commission Truman. Il voulait des renseignements qui étaient dans les fichiers du FBI, mais Hoover a refusé de les lui donner. Truman a alors développé une sorte de haine contre le FBI. Et quand il est devenu président à la mort de Roosevelt, Truman refusait de lire les rapports envoyés par le FBI. Comme le FBI avait de bons états de service, M. Hoover voulait que son rayon d'action soit étendu à tout l'hémisphère occidental. Mais Truman en a décidé autrement. Le FBI a donc dû cesser ses activités dans cette zone et c'est pour ça que la CIA a été créée. C'était un véritable camouflet pour le FBI et pour... Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. The bureaus and departments have been busy night and day. They're figuring out just how we gave our secrets all away. And Congress has appointed a committee, so they said, to find out who's American and who's a low-down red. Avec sa traque sans relâche des communistes, Hoover crée l'image du vrai Américain. Il est au fait de sa popularité quand une offre étonnante lui est faite par son ami Joe Kennedy. J'ai toujours une copie d'une lettre de Joe Kennedy dans laquelle il écrit à Hoover « Je veux que vous deveniez président des États-Unis et je dépenserai tout l'argent qu'il faudra pour vous faire élire. » M. Hoover a répondu qu'il était très flatté par l'estime que lui portait l'ambassadeur, mais qu'il préférait garder son poste et qu'il n'était pas candidat à la présidence. Hoover est devenu une puissance incontournable. Il décide de protéger son héritage. Le directeur Hoover a fait voter par le Congrès une loi qui stipulait que personne ne pouvait utiliser le nom du FBI autrement que dans son acception d'origine. Donc, de fait, c'était un copyright. En 1956, 20 ans après l'ère des gangsters, le FBI compte plus de 6000 agents. Hoover décide alors qu'il est temps de marquer de manière indélébile la conscience nationale à travers un livre, puis un film, qui retrace l'histoire du FBI et de ses agents spéciaux. This is a fellow named Chip Hardesty. On voulait une intrigue qui colle aux activités du FBI, tout en restant dans les limites de nos compétences. On voulait montrer comment on mène une enquête sans pour autant tomber dans la pure fantaisie, sans que l'on voie un FBI qui outrepasse ses attributions, un FBI qui commet de véritables délits envers les victimes et qui bafoue les droits civiques. Ce genre de choses ne se produisait pas. Donc on ne voulait pas que le grand public le voie et pense que cela se produisait alors que ce n'était pas le cas. Contrôlant totalement le scénario, Hoover conçoit le prototype de ce qui est aujourd'hui une icône populaire. Et son héros incarne déjà toutes les grandes caractéristiques de l'agent spécial d'aujourd'hui. C'est un homme de famille qui craint Dieu et poursuit inlassablement les délinquants. Sa principale fonction est de rassurer. Carter DeLoach a participé à sa naissance. Bureau had nothing to do with what happened tonight. And you're not going to quit it. Je suis intervenu très souvent lors du tournage du film sur le FBI avec James Stewart. Par exemple, quand je trouvais que le scénario n'était pas du tout réaliste. Quand le scénariste est venu nous voir à Washington pour discuter de nos désaccords à propos du film, il est entré dans une colère noire. Mais il a quand même fait ce qu'on lui a dit de faire.
Cela a permis d'apporter des améliorations au film. Le succès du film renforce plus encore l'image de l'agent spécial et lance la marque FBI au niveau dont l'image est la mieux façonnée au monde est probablement le FBI. On peut aller n'importe où dans le monde, si on parle du FBI, les gens savent de quoi il s'agit. Inspector Erskine, the Federal Bureau of... No need to say the whole thing, Inspector. I know what FBI means. Hoover est arrivé à ses fins. Il est devenu immortel. C'était le moment ou jamais de prendre sa retraite, mais il décide de s'accrocher en dépit de la lame de fond qui va s'abattre sur lui et son bureau. Derrière l'image triomphante d'un JFK jeune, beau et dynamique, se cache un coureur de femmes sans précédent à la Maison-Blanche. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ce n'est pas l'Amérique vertueuse chère à Hoover, d'ailleurs Kennedy ne porte jamais de chapeau. Un jour, quelqu'un a vu Hoover et Tolson dans la rue, tête nue, sans chapeau. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre au FBI. Et je crois que l'industrie du chapeau a quasiment connu la faillite. Le président John Fitzgerald Kennedy ne portait jamais de chapeau. Hoover avait mis le sien au rencard et après ça, on ne voyait pas un seul chapeau dans tout le FBI. John Fitzgerald Kennedy, président, son frère Robert devient ministre de la Justice et de facto le patron de J. Edgar Hoover. Nous sommes en novembre 63, 24 mois après son élection. JFK décide de faire un tour chez les cow-boys du Texas. We know that you don't wear a hat. We couldn't let you leave Fort Worth without providing you with some protection against the rain. Quand on a lu dans les journaux que Kennedy venait en visite officielle, le responsable du FBI local a envoyé un agent demander au service secret s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Les services secrets nous ont répondu non, on a la situation bien en main, on n'a pas besoin de vous. Il était dans une voiture, sans aucun agent de service secret autour. Il n'y avait pas une seule moto à proximité, pas une seule bagnole, que dalle. Kennedy était complètement à découvert. On l'a regardé passer, et puis je suis allé dans un restaurant de l'autre côté de la rue et j'ai commandé un sandwich au fromage. J'étais en train de manger mon sandwich quand la serveuse a accouru en disant « On a tiré sur le président ». Dès qu'un événement de ce type survient, les standards téléphoniques clignotent comme des sapins de Noël. On a reçu des appels du monde entier. Un général de brigade m'a appelé parce qu'il avait entendu qu'on était en train d'être envahi par une puissance étrangère. Et il voulait savoir si c'était vrai ou non. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et que rien ne l'indiquait. That man is a 24-year-old pro-Castro Texan who once sought Soviet citizenship. À l'époque, Lee Harvey Oswald est déjà repéré par l'agent spécial James Hosty, qui travaille pour le service de contre-espionnage du bureau de Dallas. Oswald était en contact avec l'ambassade soviétique, avec un dénommé Kostikov. Le bureau aurait dû m'informer que Kostikov était un agent du département 13 du KGB. Ces gars-là effectuaient des assassinats, des enlèvements, des sabotages. C'était des durs. Au départ, les problèmes dans cette affaire sont venus des autorités locales ici à Dallas, car c'était une affaire locale. Aujourd'hui, si on assassine le président des États-Unis, c'est une affaire fédérale, mais à l'époque, c'était une affaire locale. Donc, je suis allé au commissariat et je suis tombé sur le lieutenant de police Jack Revel. Quand je lui ai dit ce que nous savions, il a explosé de rage et il m'a demandé pourquoi on n'avait rien dit. De fait, on n'avait pas le droit de parler à la police de dossiers de renseignement impliquant des puissances étrangères.
Je me suis présenté à Oswald, je lui ai montré mon insigne et je lui ai demandé s'il avait été au Mexique récemment. Il a répondu « Bon Dieu, non !» Le samedi soir, un agent de permanence a reçu un coup de fil anonyme. La personne au bout du fil a dit « On va descendre Oswald pendant son transfert. Sachez qu'on ne veut aucun mal à la police, au FBI ou aux services secrets, mais on va le descendre. » Le rapport de la commission Warren condamne sans détour le FBI, le critiquant pour son inertie bureaucratique et son incapacité à exploiter des renseignements capitaux recueillis avant l'assassinat du président Kennedy. Hosty va devenir le bouc émissaire de J. Edgar Hoover. Personne n'avait eu le cran de lui dire. Et quand le rapport est sorti, Hoover est devenu fou et il voulait me virer. Mais les directeurs adjoints lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas me virer parce que je n'avais rien fait de mal. Un de ses directeurs adjoints, William C. Sullivan, va critiquer la politique de Hoover en affirmant « Il y a des années de cela, vous avez projeté l'image d'un bureau infaillible et maintenant, vous êtes empêtré dedans. » L'assassinat de Kennedy a sérieusement entamé la réputation des G-Men. Un crime qu'ils n'ont pas su prévenir et qu'ils n'ont pas pu clairement élucider. Hoover punit Hosty d'une suspension d'1 mois sans salaire. Mais les agents sont aussi des hommes au grand cœur. Ils se sont tous réunis, ils ont fait une quête et finalement, j'ai eu mon salaire du mois au dollar près. Face à l'adversité, Hoover répond en réussissant l'un de ses chefs-d'œuvre de propagande, une série télévisée à la gloire du bureau. Et Carter DeLoach peut se vanter d'avoir dirigé ce feuilleton chargé de rassurer l'Amérique aux prises avec les contestataires des années 60 et 70. A QM production. Starring Ephraim Zimbalist Jr. Cette série télévisée placée sous la haute surveillance du FBI est conçue pour donner une image positive du bureau. Des millions de téléspectateurs passent leur soirée du dimanche à suivre les aventures d'un agent spécial donneur de leçons. Le FBI du créateur et producteur Quinn Martin triomphe pendant 15 ans. Je suis arrivé dans le studio, le réalisateur a crié moteur et la caméra s'est mise à tourner. Tout à coup, Ephraim Zimbalist, l'acteur principal, est entré dans le bureau de son responsable. Il a enlevé sa veste, l'a jetée par terre, il a enlevé ses chaussures, posé les pieds sur le bureau de son chef et il a dit le FBI veut qu'on se tue à la tâche, qu'ils aillent se faire voir. Sors plutôt la bouteille de whisky que tu planques dans ton bureau. L'autre lui a filé la bouteille, il l'a débouchée, et il a commencé à boire au goulot. À ce moment-là, j'ai bondi de ma chaise et j'ai crié « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est intolérable !» En vérité, c'est un gag. L'acteur doit toute sa carrière au bureau, au point d'être nommé agent spécial lui-même, à titre honorifique. Aujourd'hui, pour tout le monde, l'agent spécial reste une figure populaire et rassurante, une promesse de justice, une icône populaire qui, à travers la planète, est devenue un personnage de légende. Let the kids take over a little. They've got some good ideas too. Remember, the young shall inherit the earth. Isn't that the meek? Hoover peut dormir tranquille, la relève est assurée. Yeah, you know, I like the FBI. Got a good TV show.